Bonjour à tous et bon appétit si vous êtes encore à table. Alors aujourd'hui le menu on va le donner tout de suite. On reçoit dans un instant la coordonnatrice de cet ouvrage qui s'appelle Les langues créoles, pas les créoles, le numéro 6. C'est Madame Paulette Jean-Baptiste qui est la coordonnatrice mais qui est aussi anthropologue. On parlera avec elle du contenu de cet ouvrage, entre autres. On parlera tout de suite après avec Catherine Gigné qui est présidente de la Fédération des parents d'élèves du collège Front de Mer. Il prépare une manifestation en fin de semaine. Elle viendra nous donner, comme on dit, le mi de cette manifestation. Ensuite, vous savez que les banques BDAF, c'était la dernière banque entière, elle disparaître. Et donc, elle va se coaguler, elle va se rassembler avec une autre banque, avec le CEPAG, la Caisse d'épargne. Et Patrick Poudia et François Demerge seront là tout à l'heure pour expliquer le processus de cette fusion de cet institut bancaire. Et puis, en fin d'édition, on recevra Éric Mathiazin. Voilà un peu le programme, mais avant, je voulais vous dire qu'il n'est pas encore trop tard. Faites comme moi, vous voyez, c'est la journée mondiale du sang, j'ai le t-shirt. Je sais que notre ami Jessie ira tout à l'heure donner de son sang abondamment en plaquettes, parce qu'il y a besoin de ça. Il manque du sang, Jessie, il en manque. Et donc, allez encore, c'est tout près du CHU, là, occupé pour un petit piqui, on vous donne à boire et à manger après. En plus, il y a de la musique, ils ont expliqué ça très bien hier. Donc, faites l'effort, et c'est la raison pour laquelle j'ai ce t-shirt. Jessie, bonjour. Bonjour Danick. Le sommaire de l'actu. Et on poursuit tout de suite avec les titres de l'actualité. Le top départ des épreuves du bac est lancé. Le recteur de l'Académie de Guadeloupe, Camille Galap, encourageait ce matin les candidats du lycée de Jardin d'Essai aux abîmes. Et Hollande souhaite l'égalité réelle outre-mer pour la fin de cette année. C'est ce qu'affirme le député Victorin Lurel. Il nous a fait un compte-rendu de sa rencontre avec le président de la République. Et dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie au travail, la RACT et Orange Caraïbes tenaient une conférence débat sur le thème « La concalambie au numérique ». Merci, Jessie. Je profite pour saluer nos téléspectateurs de la France, puisqu'ils sont nombreux à nous regarder tous les jours. À cette heure-là, il est quoi? Eh bien, il va être 19h dans quelques instants à Paris, dans les banlieues parisiennes, mais aussi à Marseille et à Lyon. Ils sont nos fidèles téléspectateurs. Il faut penser à eux de temps en temps, Jessie. Sur de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, où on est aussi très regardé. Je l'ai su récemment. Et là, voilà, on va parler des cahiers du patrimoine de la Caraïbe. Bonjour, Madame Jean-Baptiste. Bonjour, Monsieur Andronis. Merci d'être venu nous parler créole, parler de cet ouvrage Les langues créoles. Je profite pour le montrer, il est en vente déjà. Il est déjà en vente, bien sûr, au Canopé, qui est un éditeur public de l'éducation nationale et qui est un lieu que tous les enseignants doivent fréquenter parce que vous avez un projet pédagogique, vous voulez le concrétiser, vous avez un projet de production, de publication, vous y allez et vous êtes très bien reçu. Alors, on va voir tout à l'heure une vidéo qui est avec vous, mais avant, c'est vous qui avez coordonné cet ouvrage qui est assez lourd. Comment ça s'est passé concrètement? Bien, depuis 2002, le premier numéro, je coordonne effectivement cette collection, les cahiers créoles du patrimoine de la Caraïbe, Parole Maquée, Assimès et la Béti d'un pays Caraïbe. La première raison, bien sûr, c'est pour répondre aux attentes et besoins des enseignants, puisque dès que le créole entre dans l'institution école, il faut repenser les relations pédagogiques, repenser l'organisation des objectifs d'apprentissage et surtout le choix des contenus. Donc, les cahiers créoles, cette collection propose... C'est un outil, quoi. C'est un outil didactique et pédagogique. Alors, rapidement, didactique, c'est pour mieux penser les disciplines que l'on va enseigner, notamment didactique des langues, comment enseigner le français, le créole en milieu créolophone. Pédagogique, c'est un outil qui va faciliter la tâche des enseignants. C'est-à-dire, vous savez, les enseignants, pour préparer leurs fiches pédagogiques, ont besoin d'outils pédagogiques de qualité. Et depuis notre 4e numéro, l'Observatoire national du Canopé valide les numéros et surtout nous donne le visa sélection nationale. Alors, c'est une bonne reconnaissance, puisque nous savons que nous avons besoin de la reconnaissance nationale pour pouvoir être accepté, compris et que les gens comprennent l'intérêt de ce que l'on fait. Sans cette reconnaissance française, on ne peut pas être compris ici. C'est difficile, c'est-à-dire que, étant donné qu'on parle de pédagogie, étant donné que les enseignants sont inspectés,
Ils reçoivent les conseillers pédagogiques qui leur renvoient souvent. C'est tout à fait normal, hein. Il faut consulter les bulletins officiels, le programme officiel, et donc c'est très important. Mais vous verrez que cette reconnaissance maintenant, elle n'est pas seulement nationale, c'est important, hein, parce que c'est quand même, il y a le Canopé Guadeloupe, et célébrer quand même, reconnaître la valeur pédagogique d'un outil pédagogique par des experts pédagogiques de divers horizons, on va dire ça un peu culturel et linguistique. C'est très important. Mais cet outil est important parce que justement, il permet d'adapter les programmes aux ressources du patrimoine. Voilà l'intérêt, voilà le lien entre le national, si vous voulez, et l'Académie de la Guadeloupe qui coédite avec le rectorat cet outil. Question de Jessie. Je voulais savoir ce numéro, donc c'est le numéro 6, qu'est-ce qu'il propose en plus par rapport aux dernières éditions? Ah, très bonne question. Elle pose pas des bonnes questions, hein, méfiez-vous. Hein. Ben, je l'ai dit, hein. Je suis votre émission, je sais que madame pose de très bonnes questions. Merci. C'est vrai, un plus parce que cette fois-ci, il y a toujours les deux grandes parties, c'est-à-dire la partie théorique, si vous voulez, scientifique, et la partie pédagogique. Et cette fois-ci, on a voulu accompagner davantage les enseignants. Donc, vous avez le premier grand chapitre, c'est la valeur de la langue créole dans le champ scientifique, et nous avons convoqué plusieurs domaines scientifiques. Alors, l'histoire, la géographie, la littérature, je parlais de la didactique des langues, l'anthropologie, l'ethnologie, la psycholinguistique, c'est très important parce que j'aimerais qu'on revienne sur la psycholinguistique. Et comment nous avons fait pour accompagner davantage les enseignants? On propose un document d'accompagnement, c'est-à-dire des pistes pédagogiques. Voilà, vous lisez un article d'un linguiste. Comment tout de suite vous pouvez utiliser cet article pour mieux enseigner la langue créole. Et quand je parle d'enseigner la langue créole, on a souvent tendance à croire on va parler créole. D'ailleurs, le titre n'est pas une injonction, hein, c'est notre traduction. On va uniquement parler créole, parler de proverbes créoles, de poésie. Non. Les cahiers créoles ont pour mission justement de faire prendre conscience aux enseignants de cet enjeu de connaissance et de société qu'il y a de mieux connaître le potentiel de la région Caraïbe. Alors par potentiel de la région Caraïbe, nous entendons l'ensemble des ressources naturelles, culturelles, humaines. Nous voulons coopérer, c'est le sujet d'actualité maintenant avec la Caraïbe. Comment peut-on coopérer, faire des projets de coopération éducative, culturelle et scientifique si nous ne connaissons pas notre région? Et ce numéro, justement, a une entrée, ce sont les langues créoles. Alors, qui ouvre quelle porte? Les portes de l'histoire. Donc ainsi, nous avons une meilleure connaissance des sociétés créolophones de la Caraïbe. Alors, à ce stade de la discussion, moi, je souhaiterais que vous nous disiez un peu aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui posent la question, quel est l'état du créole dans l'académie aujourd'hui? Je veux dire, il y a quelques années, le créole a été introduit à l'école, il y a le CAPES créole à l'université. Quelquefois, on a eu le sentiment qu'il y avait peut-être une baisse de régime. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses vont mieux? En très bonne santé. En très bonne santé au niveau qualitatif et au niveau quantitatif. Au niveau qualitatif, nous avons maintenant un professeur qui a eu son CAPES de créole, qui enseignait les lettres, le français, et qui a été nommé par le recteur, qui est chargé d'une mission d'inspection. Donc, elle est l'inspectrice de la langue vivante régionale créole. Au niveau quantitatif, nous avons des centaines d'élèves de terminale qui choisissent l'option créole au baccalauréat. Et je voulais dire justement que, enfin, notre rêve, notre souhait, c'est que chacun de ces élèves puisse avoir ce numéro en main. Franchement, il ne faut pas sourire, c'est très très important. Dernièrement, je suis allée à participer à des journées d'études sur le créole à la Martinique, où nous avons rencontré les Seychelles, la Dominique, Sainte-Lucie, Martinique et bien sûr Guadeloupe. Et je ne pouvais pas m'empêcher de demander à M. Raphaël Confiant pourquoi nous n'avons pas beaucoup plus d'étudiants de créole.
et des étudiants qui pourraient avoir la renommée de Ralph Ludwig, si vous regardez le chapitre linguistique, qui est un très grand linguiste d'Allemagne, qui justement, il a passé sa thèse de doctorat sur le sujet, c'était le passage de l'oral à l'écrit. Et il avait déjà choisi le français. Et puis son directeur de thèse qui lui dit, écoutez, si vous choisissez le créole, je vous donne votre poste tout de suite. Ce qu'il a fait tout de suite, il est venu en Guadeloupe, il a appris à parler la langue par cœur. Maintenant, il reçoit un budget très important pour mener ses recherches sur la langue créole. Pourquoi pas nos élèves? Pourquoi pas? Mais ils découvrent la langue créole où? De façon, et c'est l'un des objectifs des cahiers créoles, c'est de corriger cette représentation que nous avons du créole. Oui. Moi, je parle du créole à l'école. Oui, mais alors, est-ce que le travail n'est pas aussi à faire chez les enseignants qui ne sont pas nécessairement tous pro-créole? Eh bien, écoutez, je m'exprime en français pour que tout le monde puisse comprendre. Hein. Oui. Cet ouvrage, enfin, la collection en elle-même s'adresse aux enseignants non créolophones et aux enseignants créolophones. On ne peut, qu'est-ce qu'on appelle par, c'est le titre du deuxième chapitre, vers la contextualisation de l'enseignement, où nous proposons des fiches pédagogiques, on va dire des modèles, hein, de la maternelle au lycée. On ne peut pas enseigner en Guadeloupe comme on enseigne à Marseille ou à Paris. On est obligé de respecter, j'aime pas trop ce mot, l'identité de l'élève, je préfère parler du profil, je préfère parler du profil linguistique de l'élève, je préfère parler de l'environnement culturel de l'école, je préfère parler de toutes ces ressources patrimoniales que nous avons, comme les langues créoles, le jardin créole, notre numéro 4, la mer, trait d'union entre les peuples de la Caraïbe, la Caraïbe, nous la même, les catastrophes naturelles, le numéro 3, la littérature caribéenne, numéro 2, le patrimoine rural, la solidarité, vous voyez, donc c'est très très important et l'enseignant a besoin de l'écoute de l'enfant. Mais pour que l'enfant puisse écouter l'enseignant, il faut que l'enseignant écoute l'enfant. J'ai ici peut-être une deuxième question importante. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des parents qui sont contre l'enseignement du créole comme avant? Deuxième très bonne question. Je ne le pense pas, je le crois fermement. Elle aura son bac à la fin. Si c'est le créole, oui. Et puis, il y a aussi licence. Cet ouvrage, je dis, intéresse aussi les étudiants, hein, de licence, master, qui préparent le CAPES de créole. Non, la réponse, elle est évidente, madame. Nous sommes, justement, vous l'apprendrez là, l'anthropologie nous le dit, nous sommes dans un contexte post-esclavagiste. D'accord? Certains disent post-colonial ou colonial. Colonial, on va dire. Mais, monsieur Zandronis, nous disons post-esclavagiste. Oui, mais enfin, nous, on dit colonial. Et voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, il ne faut pas attendre d'une population qu'elle corrige les images qu'elle a d'elle-même et donc de ses langues. Parce que vous savez, là je prends ma casquette d'anthropologue, au début, en fait disons au XVe siècle, on était habitué à classifier, à hiérarchiser, à parler de langue haute, de langue basse, de culture élaborée, de barbarie, de sauvagerie. Et justement, pour répondre à M. Zandronis aussi, vous répondre en même temps, l'enseignement du créole profite maintenant d'un cadre juridique international et européen. C'est-à-dire le programme que les enseignants doivent mettre en œuvre, c'est le même programme pour enseigner par exemple la langue vivante étrangère. Voilà. Oui. Donc c'est le cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues. Il y a eu aussi en 2001, puisque ça va vraiment, il y a Sylviane Delchi-Despoulets qui ont commencé bien avant, on ne va pas parler de Gérard Lauriette, mais c'est vraiment en 2001 que cet enseignement va être institutionnalisé, bien structuré, avec un programme national. Il a les moyens, cet enseignement, attendez, madame... je réponds juste, ce cadre juridique international, c'est la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle qui rappelle les droits de l'homme, c'est-à-dire le droit de l'individu à s'exprimer dans la langue de son choix et notamment la langue maternelle. D'ailleurs, le recteur, dans son mot, parce que c'est très important aussi à parler, il faut parler aussi des mots, le mot du recteur qui encourage tous les enseignants à utiliser cet ouvrage
pour penser leur acte éducatif. Il y a aussi le directeur des affaires culturelles. Il y a le mot aussi de l'inspectrice. Nous donnons aussi des informations sur la vie du créole dans le monde. Donc, tout ce qui a fait la une dans l'actualité scientifique culturelle. Et puis, nous avons, j'aimerais quand même le dire, une très belle préface de la linguiste Juliette Sainton qui compare cet événement éditorial à un événement qui s'est passé à l'université de Mona, en Jamaïque, 1958 puis 1968 ou 59, lorsque tous les créolistes se sont rencontrés pour réfléchir enfin sur cette langue, sortir cette langue de bitin à Vienègue et montrer que c'est vraiment un objet scientifique, un objet d'étude qui est étudié dans les plus grandes universités d'Europe, des Amériques, de la Caraïbe. Madame Paulette-Dieu, Jean-Baptiste, je ne peux pas poser des trois questions en créole parce que mon n'a qu'à regarder vous là qui dit maintenant là parler en qui en français de créole et en savent que bien qu'on peut parler créole là bien. Non, c'est alors là. Alors sauf si vous voulez parler, vous n'êtes pas unilingue, non. Non, c'est très important ça qu'on a dit là parce qu'il faut nous aussi arrêter avec qui t'en faut parler créole. Moi ça qui a gêné moi dans les médias. Enfin, ces journalistes voulaient en parler créole. Il y a qui, quand on a présenté un bitin assis créole. Ah non, on peut parler créole, on voulait que ça soit très spontané. En tout cas, nous avons posé, puisque vous-même réfléchissez à ça, dans le livre-là, c'est problème à sous-titrage. Parce que quand nous avons vu, par exemple, moi, objectif, moi, c'est vendre, dire c'est mettre l'école là. Encouragez-nous. Achetez le livre là. Ça fait. Achetez et lire. Oui, mais pourquoi il y a acheté mais lit justement pas tout seul. Oui. D'ailleurs, nous invitons à rencontrer dans le cadre de formation. Donc, il peut lire, noter questions, mais c'est très important pour nous arrêter de culpabiliser les gens qui viennent dans les médias. Nous ne pas parler langue là, nous voulons là. Qui c'est créole, qui c'est anglais, qui c'est espagnol, là nous pas parler une langue, en tout cas il faut nous revenir sur psycholinguistique, c'est ça nous a créé l'insécurité linguistique. Ouais. En pas là pour ça déstabiliser moi, en pas là pour moi sentir moi à insécurité. Non mais c'est très important, en ça parler créole, en marqué créole, on mettait on a proposé c'est mettre l'école là le texte en marqué créole, mais marqué créole pas parler créole justement. Et nous savons mon a posé problème à créole chololo en dit dans médias et ça très important. Alors ça c'est un problème ça. Ça c'est un problème parce que ça va créer des créolisations, vous savez ça. C'est-à-dire plus créole là mal parlé, décréolisation qualitative et quantitative. Mais justement au niveau des linguistes dans le chapitre de la linguistique, ils expliquent bien que toute langue doit répondre aux besoins des locuteurs. Tout à fait. Il y a des ordinateurs, il y a des outils nouveaux qui apparaissent, qui émergent, et on ne sait pas comment encore le traduire en créole. Donc, on le dit en français, on ira emprunter dans une autre langue, créole ou bien en langue française. Bon, en tout cas, ce sont des sujets très intéressants, M. Zandronis, qui peuvent faire l'objet d'évaluation pour les élèves de la maternelle au lycée, et aussi, je pense à l'ESP, enfin le lieu de formation de cette nouvelle génération d'enseignants, où j'ai déjà présenté cet ouvrage. C'est très important qu'ils aient matière à réflexion. Maintenant, c'est fini. Les parents ne peuvent plus dire c'est du folklore. Les enfants vont apprendre à danser, à parler créole entre eux. Il y a des objectifs d'apprentissage, il y a des choix de contenu et il y a surtout matière justement au moment où on est, il y a des problèmes d'emploi, donner à nos enfants des métiers, phonologues, grammairiens, linguistes. C'est très important, traducteurs, surtout traducteurs, interprètes, vous voyez. Il y a des colloques qui se font ici, il y a bientôt un colloque qui va se faire ici sur le créole, les langues créoles. Mais vous aurez des Suédois, vous aurez des Chinois, des Australiens, des Japonais. Toutes les langues. Donc on a besoin d'être compris. Voilà. Cet ouvrage peut être acheté seulement par des enseignants. Non, non. Alors là, nous éduquons la population guadeloupéenne. Nous sommes tous des éducateurs, nous sommes tous responsables du devenir de notre patrimoine culturel et matériel, les langues créoles. Voilà. Bien sûr, cela commence par les spécialistes, les enseignants, mais les parents aussi,
peuvent accompagner leurs enfants et surtout achetez ce numéro, offrez-le à vos enfants qui sont dans l'Hexagone puisqu'on nous suit. Ça leur permet de créer ce lien entre la société et la recherche qui se fait en Guadeloupe et l'école. Donc ils ne sont pas déconnectés de la réalité linguistique et culturelle de l'école. Juste 2 mots, Madame John Baptiste, sur cette réunion, cette conférence qui s'est tenue 31 mai dernier. Et visiblement, vous avez été surpris par l'ampleur de la foule. C'est pas visiblement. On pouvait aussi auditivement, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai que la salle du congrès était remplie. Et comme dit Madame Mounien, Dominique Mounien, directrice du Canopé, alors ça se trouve à Petit Pérou, aux Abîmes, c'est pas trop loin. Elle disait que visiblement les gens étaient contents d'être là. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est, comme dit Madame Saintot, c'est vraiment une rencontre historique. Parce que c'est la preuve, déjà dans l'ouvrage, entre experts universitaires et enseignants, parce qu'ils sont dans leur laboratoire, mais ils sont contents de savoir comment les enseignants utilisent leurs recherches. Mais aussi, il y avait la paix. Il y avait d'ailleurs l'hommage rendu par Hector Poulet, était très très touchant. Très touchant parce qu'il a semé la paix, l'amour, la tolérance. Il a expliqué le rôle de chacun. On n'est pas obligé d'être d'accord avec X, Y, Z. Mais ce qui était important, il nous éduquait à ce que j'appelle l'esprit des temps. C'est-à-dire, on ne peut plus poser la question du créole à l'école comme on l'a posé dans les années 70. C'est-à-dire en opposition avec la langue française. Oui. Nous avons besoin de ce bilinguisme. Nous avons besoin de ce bilinguisme qui stimule l'intelligence de nos enfants. Alors ce serait dommage que parce que c'est créole et français, on n'en veut pas. Quand c'est français et anglais, on veut bien. Mais c'est le même processus mental, c'est-à-dire l'enfant a... D'ailleurs, dans ce numéro, nous invitons les enseignants à inviter les élèves à réfléchir sur leur langue, à formuler différemment un même énoncé en créole. 2 mots et on va conclure. Alors, vous avez parlé de cette réunion qui s'est tenue au Memorial Act. J'ai envie de vous poser la question, parce que Nimoun Bastek a regardé nous. Qui t'en qu'est en conférence comme ça, Bastek? Nous y pensons. Nous y pensons parce que, comme je vous ai parlé de mission, enfin moi qui coordonne depuis 2002, pour moi c'est vraiment une mission. Et c'est-à-dire d'éduquer la population. Nous avons Resné Tulford, de Jamaïcain, universitaire, qui disait « Nous devons gagner la bataille des images, donc des images de nous-mêmes, et la bataille des espaces. » Donc nous irons occuper l'espace guadeloupéen, mais achetez-le déjà, et puis ce serait bien de nous accueillir en nous posant des questions. Mais justement, est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce qu'on peut l'acheter? Oui, au Canopé, c'est-à-dire c'est l'ancien CRDP, le Centre régional de documentation pédagogique. C'est à Petit Pérou. C'est très facile. Vous allez sur le site aussi. Vous pouvez appeler, nous téléphoner. Voilà, on vous donnera les directions. Voilà, Madame Paulette John Baptiste, est-ce qu'elle a réussi à son examen? Oui, mais je veux voir à l'écrit. Ça, c'est à l'oral. Ah, c'est à l'oral. La langue a 2 dimensions. Je vous l'ai dit, monsieur Zandroni. C'est la dimension orale et puis écrite. C'est pas l'oral, ça va, je suis voyé. Vous avez réussi. Non, mais parler français, pas dit fait l'esprit. C'est-à-dire, elle aurait pu le dire en créole. Ce que j'ai retenu, c'est qu'elle a dit des choses. Elle a, quelle que soit la langue, monsieur Zandroni, ce qui nous intéresse à l'école, c'est de dire des choses intéressantes, des choses intelligente, qui montre que l'enfant a compris. Voilà. Et être à l'aise dans la langue de son choix. Voilà, il est 12h55. Nous avons reçu donc Madame Paulette John Baptiste avec cet ouvrage que je vous recommande. Jessie, il faut acheter. Ah oui, mais c'est ça très intéressant. Et Guadeloupéen de toute origine et de toute couleur, ce livre-là, il est fondamental, il est fondal, et j'espère que vous l'aurez. En tout cas, merci Madame Paulette John Baptiste d'être venue nous parler de langue créole, le palais créole. On continue tout de suite, il est 12h55. Alors, est-ce qu'on a le temps de développer un premier titre, Jessie? Oui, bien sûr. Oui, avant la pub. Et justement, on va parler du bac, Danick. Les épreuves du bac 2016 vous avez réussi, ont démarré ce matin. Bah oui, j'y étais aussi. Ils étaient près de 6000 lycéens de terminale à se pencher sur l'examen de philo. Le recteur de l'Académie de Guadeloupe, Camille Galap, prodiguait les derniers conseils avant le top départ. C'était ce matin au lycée Jardin d'Essai aux Abîmes. Reportage Charlie Dagonia. Donc il est important pour moi d'être
à vos côtés pour le démarrage de ces épreuves de baccalauréat. C'est un temps important dans la vie de l'académie et j'imagine que pour vous c'est encore plus important puisque là ça va vous donner la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur. En tout cas, je voulais vous encourager, faites le maximum, gérez correctement votre temps, ne stressez pas, relisez bien votre sujet, c'est pas la peine de paniquer. Voilà, donc tout est possible. Si vous avez travaillé pendant toute l'année, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Les objectifs, c'est d'avoir des résultats qui étaient déjà en progrès l'année dernière, aller au-delà cette année. Et avec tout le travail qui a été effectué par les équipes pédagogiques et puis les équipes de direction, tout est mis en œuvre pour que les résultats, en tout cas je l'espère, soient meilleurs que l'année dernière. Alors on avait effectivement globalement sur l'ensemble des baccalauréats généraux, technologiques et professionnels une moyenne de 86% et quelques, quasiment 87%, et on avait un point de retard par rapport à la moyenne nationale. Et donc l'objectif c'est évidemment de rattraper cette moyenne nationale et avec tout le travail qui est fait, on n'a pas de... Enfin, j'espère en tout cas que ces objectifs seront atteints. Et c'est vrai qu'il faut bien dormir, il faut prendre un bon petit déjeuner avant de débuter une épreuve, il faut bien s'hydrater pendant l'épreuve, bien se reposer avant de démarrer une épreuve. Et c'est vrai qu'avec le rythme de vie, souvent ils ont tendance à faire du bachotage la veille d'une épreuve. C'est pas forcément très bon parce que quand on arrive devant sa copie, après il y a parfois des trous de mémoire et ça m'est arrivé, donc je peux vous raconter cela. Et donc et après il faut adopter une bonne stratégie et puis une bonne méthode, prendre le temps de lire les sujets, bien poser les choses, prendre le maximum de temps pour bien poser son plan et puis et pour la philosophie c'est fondamental. Plus de 5000 bacheliers, quasiment 6000 sont dans la même situation que vous et donc vous apportez quelques petits encouragements, même des gros encouragements pour que toutes les épreuves se déroulent le mieux possible. Ne stressez pas, c'est important, soufflez un grand coup, prenez votre temps, relisez le sujet plusieurs fois. Pas de panique, c'est pas la peine de se précipiter. Vous avez un temps qui a été calibré et les sujets sont calibrés pour que ça soit réalisable dans le temps imparti. Donc si vous utilisez tout le temps correctement, en prenant la bonne méthode et surtout quand on a travaillé pendant toute l'année, a priori il n'y a pas de souci. Le baccalauréat est une continuité un peu naturelle. Voilà. Danick. Voilà, il est 12h58, Jessie. C'est l'heure de la pub avant de recevoir Mme Catherine Gigné, qui est la vice-présidente de la FAPEG et qui va nous parler tout à l'heure de ça. Convergence réussite, c'est la première édition. On peut dire c'est un colloque, Catherine? On peut dire que c'est une grande journée. Grande journée vers la réussite des enfants. Sur la réussite des enfants, c'est au collège de Fondméo. On revient tout de suite après la pub et on va en parler. Voilà, il est 13h04, pratiquement 5. On revient donc à l'actualité. Je vous ai dit qu'on va recevoir tout à l'heure Catherine Gigné, qui est la vice-présidente de la FAPEG Front de Mer. Mais avant, Jessie, la suite de l'actu. Et oui, Danick, l'opération Entreprendre en lycée 2016 arrive à sa fin. On rappelle que cette action lancée en novembre dernier a permis à 21 groupes de lycéens de se plonger dans la situation réelle d'une création d'entreprise. Après avoir franchi les différentes étapes de l'opération, 8 mini-entreprises ont reçu un prix samedi dernier au Lamentin. Reportage Xavier Foucan. C'est une entreprise créée à partir de 8 membres de l'entreprise. On a créé cette entreprise avec l'idée d'améliorer la façon de faire du sorbet tout en créant une nouvelle machine et faisant des produits frais à partir des fruits locaux de la Guadeloupe. Ni exportés, toujours dans les fruits locaux de la Guadeloupe. On s'est mis à table un jour et on a décidé de dire que Véli Sorbet ne fera pas juste des sorbets, mais une machine aussi qui est notre Véli Sorbet, la vedette de notre entreprise, celle qui a fait tous notre mérite. Et on remercie beaucoup le jury de nous avoir donné ce prix. Je tiens à féliciter toutes celles et ceux qui l'ont organisé. Comme vous l'avez vu, la ville de Baie-Mahault est partenaire depuis la création de cette entrepreneur en lycée et organisé avec le GIP des filles. Et comme je le dis, tant qu'il s'agit de la jeunesse, je suis partie prenante. Ça fait quelques années que cette manifestation est organisée.
Je suis un peu triste de voir qu'il n'y a pas eu un suivi des jeunes chefs d'entreprise créateurs dans les lycées, parce que j'avais proposé à l'époque qu'on puisse les suivre, les accompagner par la suite à créer leurs entreprises. Et aujourd'hui que nous sommes à la région, j'insiste et je lui ai demandé à ce que Guadeloupe Expansion puisse accompagner ces jeunes, ceux qui voudront demain créer leur entreprise, car je pense que c'est ce que nous voulons. Nous avons vu 16 lycées, 16 innovations, donc c'est ce que nous appelons le nouveau modèle économique. Et je serai là avec l'équipe de la région pour pouvoir les accompagner, les inciter à aller vers l'avant, car c'est de cette manière que nous allons créer des emplois en Guadeloupe. L'idée de la teinture végétale nous est venue car suite à plusieurs projets, nous avons eu un projet sur le coton bio en seconde et lors de ce projet, on a vu que le coton il était un petit peu terne, avec une couleur un petit peu beige. On a voulu lui donner une nouvelle vie tout en ce qu'il garde sa biodiversité, on va dire. Donc on a procédé à la teinture végétale. Lors de plusieurs projets, nous avons rencontré le docteur Henri Joseph. Et cette année, moi et mes camarades, nous nous sommes retrouvés en mention complémentaire, ici à Retouche-Vente. Et quand on a entendu parler du projet Entreprendre en lycée, on s'est dit pourquoi pas participer, sachant qu'on est déjà le secret, la source de notre mini-entreprise. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons de la teinture végétale. On ne s'attendait pas vraiment à au premier prix, mais nous sommes très contents et très fiers de nous car nous voulons vraiment pérenniser notre mini-entreprise pour qu'elle puisse devenir une entreprise. Nous visons le mondial, on va dire. Et donc pour nous c'est très bien. Et voilà. Et nous comptons aussi se mettre en contact avec Guadeloupe Expansion, la DOM, la région, en fait toutes les équipes qui puissent nous aider afin de pérenniser au mieux notre entreprise. 13h08 et on ne quitte pas le monde de l'éducation, c'est la journée du bac aujourd'hui, c'était le top départ. Et là on va parler de convergence réussite avec Catherine Gigné qui est la vice-présidente de la FAPEG Front de Mer. Madame Gigné, cette convergence réussite c'est une action, c'est votre première édition. Quel est l'objectif principal? Convergence réussite, l'objectif c'est qu'en fait toutes nos intelligences, toutes nos audaces, nos énergies croisées puissent servir la cause effectivement de la réussite des collégiens notamment, mais des élèves en général. Donc nous nous sommes réunis en tant que parents d'élèves. Là, il s'agit précisément du collège Front de Mer. Nous avons d'ailleurs eu l'approbation de Madame la principale, Annick Solva, pour impulser une réelle dynamique autour d'un vrai partenariat parents-élèves-enseignants pour la réussite des enfants. Donc c'est déjà ça la vertèbre fondatrice. Oui, alors quand ça s'appelle convergence réussite, ça signifie qu'il faut impulser davantage de réussite, mais pas seulement au collège Front de Mer, c'est l'initiative part de chez vous, mais vous visez tout le monde, c'est ça? On vise vraiment tout le monde, c'est un événement tout public, ça se passera le samedi 18 juin, donc samedi prochain, on attend vraiment tout le monde dès 8h, 8h30, avec une journée qui sera notamment ponctuée par une conférence débat, dont la thématique est la suivante, qui sont les élèves d'aujourd'hui, atouts et handicap. Il est vrai que nous allons aussi tourner un micro-trottoir au collège, d'ailleurs cet après-midi. Ça, c'est la communicante qui parle. C'est aussi la communicante qui parle, mais ça sert aussi à ça, oui. Pour que les enfants s'expriment, pour qu'ils nous disent à la limite leur malaise ou leur bien-être quant à un environnement socio-géographique spécifique pour ce qui est effectivement de Front de Mer, à Loricisque, dans un quartier prioritaire, mais il est vrai que notre cause épouse toutes les autres causes scolaires et donc toutes les communautés scolaires, tous les principaux de collège, même les proviseurs sont invités effectivement à nous rejoindre. Jessie, peut-être une question? Oui, je voulais savoir pourquoi avoir souhaité organiser cet événement avant la convergence n'existait pas? La convergence, on l'a créée. On crée les conditions nécessaires pour qu'elle existe. C'est vrai que c'est difficile. Moi, en tant que parent d'élève, j'avoue que je suis une FAPEGienne depuis bien une quinzaine d'années maintenant. Et c'est vrai que le parent n'a pas toujours la libre parole, déjà à l'école. Ensuite, la loi nous invite à entrer au cœur de l'école. Et c'est vrai qu'il y a parfois des réticences. Le corps enseignant n'est pas toujours très favorable à ce type d'échange. Il est vrai que nous leur reconnaissons leur pédagogie, nous ne sommes pas forcément enseignants, c'est vrai, mais en même temps nous avons des idées, nous avons des compétences propres, parfois reconnues, et donc
ce liant avec aussi les élèves me paraît très très intéressant pour emmener les enfants vers tous les chemins de la réussite parce qu'ils sont nombreux. Donc là, cette manifestation intègre aussi bien donc les parents, les professeurs, mais également les élèves, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est vraiment cela. Et d'ailleurs, donc nous avons développé 3 axes autour de la thématique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, il s'agit en premier lieu de l'identité collégienne. Ça, c'est un axe qui sera développé par Christian Flagy, qui est ingénieur social urbain, qu'on connaît bien dans le monde de l'éducation. Le second axe, plus précisément, donc le partenariat enseignant, parents, élèves sera développé par un inspecteur académique, inspecteur pédagogique régional, Madame Géraldine Camille, qui viendra nous donner son sentiment. Et enfin, le troisième axe, vers une réussite pour tous, sera développé par Gladys Fleurival, qui est psychologue. Donc ce seront des petites séquences ponctuées aussi de certaines surprises, parce que l'idée, c'est que les enfants soient là, qu'ils soient mobilisés autour de ce qu'on raconte, qu'ils soient acteurs aussi, bien sûr, de cette journée. Donc ils vont déclamer quelques slams, lire évidemment de temps en temps un poème, comme celui de Guy Tyrolien, Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. C'est le bon poème pour ce genre de convergence. Oui, parce qu'en fait, il faut aussi être pas non dans la provoque, mais ne pas se détacher des codes en fait de la jeunesse. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, entre la virtualité de leurs échanges, etc., ils marquent la distance finalement avec les parents. On n'est pas toujours au courant, on est largué très souvent. On parle aussi de la démission de certains parents. Donc nous, on est au combat. Justement, on est au combat. Madame Gigné, en tant que vice-présidente de la FAPEC, souvent les enseignants se plaignent du fait que les parents des bons élèves, on les voit souvent, et les enfants qui sont en difficulté, on ne voit pas suffisamment ces parents-là. Est-ce que la FAPEC, vous intégrez cette notion aujourd'hui? On intègre, Monsieur Zandronis, tous les paramètres, et les enseignants font bien de le dire parce que c'est une réalité, et donc il ne faut pas l'occulter. L'école des parents, il faut l'école des parents, c'est ça? Il faut l'école des parents, il faut éduquer les parents, absolument, il faut les inciter à accompagner leurs enfants, c'est fondamental de toute façon. Et donc la question, elle est sociétale, elle n'est pas que scolaire. Donc tout le monde doit se sentir co-responsable de cette cause de la réussite des enfants. Tout à l'heure, on vient de recevoir une anthropologue de l'éducation nationale, Madame Durizo, Paulette Durizo John Baptiste, qui parlait du créole à l'école. Quelle est aujourd'hui la position de la FAPEC sur cette question de l'entrée du créole à l'école? Est-ce que, puisque ma collègue ici a posé la question, est-ce qu'il y a encore des parents qui ont dit on ne veut pas apprendre le créole à l'école? Il y en a. Ça existe encore? Il y en a, il y a même des enseignants qui ne veulent pas créole à l'école à You. Ça clair, c'est débuté en vrai. Et que dit la FAPEC? La FAPEC, je ne peux pas m'exprimer ici au nom de la FAPEC générale. En tout cas, pour ce qui est de la FAPEC du Collège Front de Mer, et en mon nom propre, je suis plus que pour, puisqu'effectivement, c'est notre langue maternelle. C'est aussi dans les apprentissages un moyen porteur, fructueux pour faire réussir les élèves. Et moi, je suis vraiment, vraiment pour. Non, mais très, très sincèrement. Mais ça existe toujours. Pardon? Ça existe toujours. Il y a encore des parents qui ne veulent pas. Ah oui, mais bien sûr, et même au premier degré, à l'école primaire. Il y a des parents qui s'expriment par courrier pour dire, voilà, l'enseignant a proposé tel programme, je m'insurge férocement contre Timoun en Excusez-moi, des parents guadeloupéens? Absolument, plus que guadeloupéens même, et je dirais même foncièrement guadeloupéen. Foncièrement guadeloupéen. En tout cas, c'est un grand paradoxe. C'est une question qui va falloir régler. Convergence, écoutez, si le débat, si on s'épanche, puisque de toute façon, il y a des questions-réponses après les petites séquences que nous proposons. La question est ouverte. Si elle est suspensive, nous y répondrons. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Alors, on rappelle donc samedi 18 à partir de 8h à 17h à Front de Mer. Oui, avec des animations plusieurs séquences. Des surprises, et même un plateau artistique. Absolument, avec notamment des artistes de l'Oricis que je peux même citer. Et de Renaud. Crapule et Drex. Et de Renaud. Donnez quand même deux noms. Crapule et Drex. C'est facile, maman aussi. Voilà, tout est une question d'éducation. Merci de m'avoir reçu en tout cas. En tout cas, on est content d'avoir entendu ça et de savoir qu'il y a des parents qui se mobilisent pour leurs enfants. Il est pratiquement 13h16. On continue ici à développer l'actualité.
Et du 13 au 17 juin, c'est la semaine pour la qualité de la vie au travail. Cette semaine déployée sur tout le territoire national vise à mobiliser l'ensemble des acteurs autour des solutions pour améliorer les conditions de travail. À cette occasion, l'ARACT Guadeloupe et le groupe Orange organisaient ce matin une conférence de la conque à l'ambi au numérique. C'était le thème de cette conférence animée par Patricia Braflant-Trobon et Frédéric Jarfat Ajari. Reportage Charlie Dagonia. Le choix du digital, c'est important pour nous parce que c'est la révolution qui est en train d'arriver au niveau mondial et tout particulièrement sur nos territoires. Et donc, Orange se doit d'être présent sur le digital. Notre objectif, c'est d'être leader, l'opérateur leader du monde Internet. Et donc, on voulait, quand l'ARAC nous a sollicité sur cette thématique, on s'est dit que c'était une bonne opportunité pour discuter avec différents intervenants et échanger sur ce thème pour aussi comprendre les attentes de nos clients. Nous, ce qu'on veut bien expliquer, faire passer comme message, c'est que le digital, c'est complémentaire de l'humain. Il ne faut pas jouer le digital versus le physique. C'est l'un est complémentaire de l'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, on explique que chez Orange, notre objectif, c'est de connecter chacun à son essentiel, que chacun y trouve son intérêt. Que ce soit la personne qui veut commander en ligne, comme on disait tout à l'heure, un joint de cocotte minute, ou alors quelqu'un qui veut acheter un livre, ou quelqu'un qui va vouloir communiquer avec d'autres personnes. Tout ça, ça passe par le monde Internet et donc par le digital. Alors oui, je ne cesse de dire, moi, face à ce qu'on appelle les nouvelles technologies, notamment les technologies sans fil, qu'il faut toujours qu'on regarde dans notre histoire pour savoir où nous nous posons. Moi, j'ai toujours dit que lorsque le Wi-Fi est arrivé, que la conque à l'ambi et le tambour étaient déjà nos premiers réseaux sans fil qui nous permettaient de communiquer à l'époque sans pour autant qu'il y ait le téléphone ou quoi que ce soit. Donc ces technologies qu'on appelle technologies maintenant, c'était déjà des pratiques que nous avions dans nos coutumes et qui se perpétuent encore largement dans beaucoup de pays. Alors il faut savoir que là nous sommes qu'en face d'outils. Ce sont des outils qui doivent nous permettre de faire un certain nombre de choses. L'Internet, l'informatique, le digital, ce sont des outils pour nous aider à vivre mieux. Nous ne devons pas devenir esclaves de ces outils. Ce n'est pas nous qui devons être au service de l'outil, c'est l'outil qui doit être à notre service. Donc nous devons être capables, d'être formés, mais aussi de ne pas succomber à la pression permanente de ces outils qui demandent trop d'immédiateté parfois, ce qui fait que certaines personnes, surtout dans le domaine professionnel, ont du mal à résister et peuvent se retrouver en burn-out. Nous serons plus forts et... Voilà, il est 13h19. Ici, avant de passer à la suite de l'actualité, on va recevoir M. Patrick Boudia, bonjour, qui est directeur de la BDAF, et M. François Desmerges, qui est directeur du CEPAC, mais je préfère dire la Caisse d'épargne. On dit plus ça, c'est plus la Caisse d'épargne écureuil? C'est fini? Si, on dit encore. On dit encore, mais c'est un peu vieux. C'est un peu vieux. Alors, je vais d'abord poser la première question à M. Boudia. Alors, la BDAF, c'était la dernière résistance, la dernière des dernières banques antillaises. Mais oui, on vous pose la question tous les jours. Pourquoi les banques antillaises disparaissent-elles? Ah ben, je pense qu'il faut écouter un peu l'actualité. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le domaine bancaire aujourd'hui il y a une profonde mutation, avec des contraintes réglementaires qui pèsent énormément sur les banques. Et donc nous, en tant que banque de plein exercice, il devenait de plus en plus difficile d'assumer ce rôle-là et tout en étant dans les clous au niveau réglementaire. Donc je pense que là-dessus, la BPCE, puisque que ce soit la Caisse d'épargne, la BDF, nous appartenons au groupe BPCE, a mis l'idée de rationaliser un peu ses filiales outre-mer et notamment en adossant trois banques, pas que nous, la BDF, mais également la Banque de la Réunion et Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Caisse d'épargne, à la CEPAC, la Caisse d'épargne de Marseille, qui était déjà présente en outre-mer pour constituer un pôle bancaire incontournable et qui deviendra d'ailleurs le deuxième acteur bancaire sur l'ensemble de l'outre-mer. Alors, dernière question sur ce sujet, est-ce qu'on peut considérer ça comme un échec pour les banques d'outre-mer ou au contraire
un progrès, entre guillemets? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense pas que ce soit... Au contraire, on est bien dans le cadre d'un projet de développement. Il faut bien situer dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on voit bien que l'économie guadeloupéenne a besoin d'avoir des acteurs bancaires forts pour accompagner le développement économique, et c'est de ce dont il s'agit, tout simplement. Bien, alors parlons un peu de la CEPAG, l'ancienne caisse d'épargne. Elle se porte bien, j'imagine, si elle absorbe autant. L'écureuil a un ventre de plus en plus gros. Elle se porte très bien, et je rajouterai un propos, c'est que les caisses d'épargne, naturellement, historiquement, culturellement, sont des banques de développement régional. Tout à fait. La caisse d'épargne, avec effectivement le rachat de 3 banques d'outre-mer, précitées par M. Foudia, représente aujourd'hui 2,6 milliards de fonds propres et couvre 11 départements, dont les départements d'outre-mer précités, et 3 collectivités d'outre-mer, donc bien sûr Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Alors dans l'espace régional, quelle va être votre part de marché aujourd'hui face à deux grands géants, je veux dire BNP ou Crédit Agricole ou l'autre, vous glissez entre les deux? Enfin, c'est l'espoir? C'est effectivement l'espoir, mais c'est aussi notre objectif, c'est d'être effectivement le 2e, 3e banquier présent sur les territoires antillais-guyanais, et effectivement de peser par notre puissance effectivement financière, ensemble, sur le financement de l'économie régionale. Et l'économie régionale, ça concerne absolument tout le spectre des décideurs. Donc vous allez retrouver les collectivités, les entreprises, associations, promotions immobilières, pour simplifier évidemment le discours, et bien entendu les bailleurs sociaux. Ici, question. Alors, comment va se dérouler la fusion? Il y a combien d'étapes? Alors, il y a plusieurs étapes, mais on va dire qu'il y a 3 grandes étapes. La première étape, elle est déjà terminée. Il s'agissait déjà de mettre les équipes des 2 établissements, je dirais même des 3 entités, puisque vous aviez donc la CEPAC Antilles, la BDF, mais aussi CEPAC Marseille, en ordre de marche pour travailler sur un certain nombre de chantiers préalables. Cette phase a démarré l'année dernière vers le mois d'octobre. Il s'est terminé, je dirais, fin janvier. D'accord. Ensuite, là, nous sommes dans une deuxième phase où il s'agit de préparer la fusion sur le terrain, avec notamment l'outil informatique, les formations sur les différents produits, et puis qui va nous mener donc jusqu'au mois de novembre. Et au mois de novembre, à ce moment-là, nous passerons, je dirais, quasiment en phase concrète et opérationnelle, puisque nous serons sur la même plateforme informatique, les 2 entités, et il s'agira à ce moment-là de lancer le nouveau bloc marque début 2017, qui sera la nouvelle identité de cette nouvelle banque qui va rayonner de la Guyane jusqu'aux îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barth. Entre-temps, aucune conséquence pour les clients? Aucune conséquence, nous travaillons justement, tous ces travaux qui ont été menés en amont et qui continuent, le but est de rendre cela complètement transparent pour le client, et justement c'est une fusion qui doit leur permettre d'avoir encore plus de possibilités, d'opportunités, avec une gamme de produits enrichis, avec des outils digitaux qui seront mis à leur disposition pour faciliter la gestion de leur compte. Donc on est vraisemblablement on est concrètement dans un projet qui doit leur offrir une banque beaucoup plus moderne et beaucoup plus de possibilités, en phase avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et avec ce monde digital qui prend de plus en plus de place et dont il faut en tenir compte dans notre développement. Et bien sûr, aucune crainte pour le personnel, j'imagine. Pardon? Aucune crainte pour le personnel. Aucune crainte. Par exemple, quand il y a fusion, est-ce qu'il n'y a pas en même temps, peut-être on profite pour dégraisser quelquefois le mammouth, comme on dit, non? Écoutez, là-dessus, je vous laisserai poser la question au président, mais en tout cas, le président a été très clair, M. Alain Lacroix, quand il est venu sur le sujet, en exprimant clairement son positionnement, comme quoi il n'y aurait pas de sujet là-dessus. Ça veut dire que ça a été fait en interne, je veux dire, avec les syndicats, et toutes les choses se font dans les règles. Les choses se font dans les règles, et sont en train de se faire dans les règles, donc là-dessus, il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau. Alors moi qui avais peut-être un prêt bancaire à la BDAF pour ma maison sur 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Mon prêt va disparaître du jour au lendemain? Pas du tout. Non. Votre prêt restera en l'état, et vos mensualités
activités resteront en l'état, il n'y a pas de sujet. Oui. Simplement, il y aura simplement d'autres opportunités qui s'offriront à vous en termes de produits, en termes de gestion de compte, voilà. Mais le taux ne va pas augmenter non plus? Non, pas du tout. Oui. Vous avez plus de chances que ça baisse que ça augmente. Ça baisse. Vous confirmez, M. Desmerges? Pardon? Vous confirmez que les taux peuvent varier à la baisse pour mon prêt bancaire sur 20 ans? Non, mais comme le disait M. Foudière, il y a une continuité d'activité, une continuité, surtout de l'exercice bancaire. Il est certain que dans le contexte actuel, c'est très très important de pouvoir continuer à porter les financements. Mais effectivement, pour toutes les personnes qui nous regardent, il est très important de se sentir rassuré car il y aura une continuité, tout simplement, des engagements pris côté BDRF et ces engagements sont repris par la CEPAC. C'est vrai que vous parliez aussi de l'aspect salarial, de nos collaborateurs à tous, des salariés. Il est certain qu'étant une banque coopérative, la CEPAC a des valeurs humaines, des valeurs de partage, certaines aussi responsabilités sociétales, et il est certain que nous faisons et nous œuvrons pour que cela se passe du mieux possible et sans, excusez-moi, sans conséquences. Sans conséquences, je vais pas dire. Oui, sans conséquences au personnel. Alors, la nouvelle enseigne officiellement verra le jour quand? Alors, le lancement du nouveau bloc marque, c'est début 2017. La marque, ce soit quoi? CEPAC On ne sait pas. Pour l'instant, les équipes sont en train de travailler dessus. Non. D'accord. Et non, ça sera lancé officiellement en janvier 2017. Oui. Dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui va se passer alors? Pour l'instant, rien ne change. C'est-à-dire que les deux marques. J'ai quand même un programme assez conséquent. La fusion juridique. Alors, oui. Alors, on revient à ce moment-là sur le rendez-vous, ce dont nous sommes là. Donc, justement, nous organisons donc le 22 et le 24 juin prochain avec la CEPAC, bien évidemment, puisque les deux marques continuent d'exister jusqu'au lancement du nouveau bloc marque en janvier 2017. Nous lançons donc une manifestation qui s'appelle donc les rendez-vous économiques CEPAC BDRF. Et là, je crois que, comme le disait François Desmerges tout à l'heure, nous sommes, que ce soit la CEPAC ou nous, le BDRF, nous sommes des acteurs incontournables du développement économique des Antilles depuis pas mal d'années, depuis plus de 160 ans même pour la BDRF. Et nous avions une idée il y a 2 ans qui était d'organiser une manifestation pour pouvoir offrir à l'ensemble des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, des associations, des institutionnels, la possibilité de venir à la rencontre des différentes expertises dont ils ont besoin pour les différents cycles de vie de leur structure. La CEPAC de leur côté avait également un rendez-vous annuel qui s'appelait donc Éco-Défi, je crois. Oui. Voilà. Et donc nous avons décidé de mettre ensemble ces deux manifestations et de les fusionner pour offrir effectivement la possibilité à tous ceux qui le veulent, qui le souhaitent, puisque c'est une manifestation qui est gratuite, venir effectivement nous rencontrer. Alors ça va se dérouler en 3 grandes étapes. Vous allez avoir effectivement des ateliers, un espace expertise avec un certain nombre de partenaires qui seront là pour pouvoir rencontrer les chefs d'entreprise de manière individuelle. Ensuite des ateliers débats sur différentes problématiques qui se posent aujourd'hui, où les gens pourront assister avec des intervenants de qualité qui maîtrisent chacun leur expertise sur des thématiques intéressantes telles que le digital, l'innovation, l'international, les chantiers structurants, puisqu'il s'agit de parler de notre territoire. Et ensuite une conférence pour clôturer un peu la journée avec Gaël Musquet, qui est un jeune antillais qui effectivement va intervenir sur un sujet important. C'est-à-dire que cette fusion vous permet de développer de nouveaux produits pour accompagner les entreprises? De nouveaux produits, oui, de nouveaux moyens aussi pour nos clients, pour gérer leurs comptes. Il faut bien comprendre une chose, c'est un projet de développement et c'est un projet qui est très complémentaire avec la mise en commun d'expertise aujourd'hui un peu plus marquée entreprise professionnelle côté BDF, un peu plus marqué particulier et secteur institutionnel sur la CEPAC. Donc il fait un ensemble très homogène, capable d'intervenir sur tous les secteurs d'activité avec une puissance de feu qu'on connaît aujourd'hui, comme vous a cité François tout à l'heure, et qui permettent de devenir le deuxième acteur, pour répondre à votre question tout à l'heure, on devient le deuxième acteur local au niveau bancaire, derrière une certaine banque verte. D'accord. Voilà, on vous remercie d'être venu. Juste une toute petite question à M. Poudia. Personnellement, vous allez être quoi dans l'affaire? Rendez-vous en janvier 2017, je vous répondrai. D'accord, on vous reposera la question. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Il est 13h30, on prend la page de pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal et recevoir M. Mathiasien qui est déjà là, qui nous attend.
13h36 dans le ZCL de ce mardi 14 juin. Je rappelle qu'en France, il y a aujourd'hui une grosse manifestation avec plus d'1 million de personnes sur la loi El Khomri. On n'en a pas parlé, mais probablement notre correspondant à Paris demain, Maurice Cessé, nous en parlerons. On revient tout de suite justement à l'actualité avec Jessie, le repère de l'actu de ce jour. Et oui, Danick, et le top départ des épreuves du bac est lancé. Le recteur de l'Académie de Guadeloupe, Camille Galap, encourageait ce matin les candidats du lycée de Jardin d'Essai aux Abîmes. Et Hollande souhaite l'égalité réelle outre-mer pour la fin de cette année. C'est ce qu'affirme le député Victorin Lurel. Il nous a fait un compte-rendu de sa rencontre avec le président de la République. Et dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie au travail, l'ARACT et Orange Caraïbes tenaient une conférence débat sur le thème « La concalambie au numérique ». Et voilà pour les titres de l'actualité. Tout de suite, on va développer la suite donc de nos sujets. Et je vous le disais, donc Hollande souhaite l'égalité réelle des Outre-mer. Une loi donc sur cette égalité sera peut-être votée en décembre. C'est en tout cas la volonté du président de la République, François Hollande, qui a reçu mardi 7 juin le député Victorin Lurel. Cette rencontre est-elle l'occasion d'aborder les mesures d'égalité sociale et économique réelles proposées dans le rapport de Victorin Lurel en mars dernier? Le député Victorin Lurel nous a fait un point sur sa rencontre avec François Hollande. Reportage de notre correspondant sur place, Maurice Cessé. Un tour d'horizon général sur les Outre-mer, sur la France, puisqu'il est président de la République, j'ai été son ministre. Il sait qu'au-delà de mon intérêt pour les Outre-mer, les 11 territoires habités, je m'intéresse aussi à ce qui se passe sur l'Hexagone, sur la conjoncture politique, sur l'économie, sur le chômage, puisqu'il a lié son sort à l'inversion de la courbe du chômage. À l'époque, j'avais eu un débat avec lui en disant « Tu prends un seul indicateur alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Et si ce seul indice-là ne s'inverse pas, tu te lis. » Il m'a dit « Non, je suis confiant, ça va se faire, tu vas voir. » Bon, ça, c'est l'histoire nous dira. Et nous avons de bons résultats. Faut-il encore confirmer tout ça? La difficulté, c'est quoi? Il n'a pas tort, le président, de dire, et il m'a confirmé, que ça va mieux. Les gens ont rigolé. Mais il ajoute, je suis conscient que dans la vie quotidienne des Français, ça pourrait être mieux. Je n'ai pas dit ça va bien, j'ai dit ça va mieux. Et c'est vrai que tous les journaux, tous les instituts internationaux reconnaissent que la dette en termes de pourcentage de progression a ralenti et s'est baissé, le chômage a baissé. Faut-il encore qu'il se confirme sur plusieurs mois que le pouvoir d'achat a augmenté, qu'il a fait 95% de son programme. Mais ce qu'on reproche au président, comment dire ça? C'est une sorte, ce que disent d'aucuns, une faute symbolique. De dire, ah, vous n'aviez pas dit ça. Dans le discours du Bourget, vous avez dit, votre ennemi c'est la finance. On ne le voit pas assez. Comme si les Panama Papers c'était lui. Bon, eh bien, hier soir, j'ai quitté l'Assemblée nationale ce matin, à 3h30 pile, pour voter la loi Sapin 2 contre la corruption, contre les Panama Papers, contre les salaires exorbitants des patrons. Il m'a parlé d'eau, il m'a parlé de défiscalisation, il m'a parlé de logement, il m'a parlé de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, puisque j'étais son ministre sur le référendum de 2018. Bref, on a fait un tour d'horizon général. Il m'a parlé un petit peu, même s'il le fait peu, de lui-même, de son état d'esprit. J'ai trouvé un président combatif. Vraiment, j'avoue que je suis étonné. Je connais François Hollande depuis longtemps. Un gars qui prend autant de coups et qui ne montre jamais ça. Voilà, 13h40 et comme prévu, on reçoit Éric Mathiassin qui est le directeur du CERF, c'est un centre de formation professionnelle continue et un cabinet de coaching thérapie qui a la spécialité, c'est de développer, de remettre des diplômes dans les formations de PNL. Tout à fait. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait peut-être expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que la PNL. Alors tout d'abord, la PNL, c'est une pédagogie. On va dire même une andragogie, mais à l'origine, c'est une pédagogie qui est centrée sur 3 domaines. Donc on va avoir la communication, donc on va avoir des outils très simples, très pragmatiques, des outils de communication qui vont permettre effectivement de mieux communiquer avec les autres, donc créer un meilleur rapport de communication.
On va être beaucoup dans la communication non verbale, comme par exemple apprendre à lire dans les yeux, décryptage du langage des yeux. Donc 5% de communication verbale, 95% non verbale. Ça veut dire quand vous regardez quelqu'un, quand vous ne regardez pas la personne, vous perdez 95% d'informations. Donc on vous apprend à décrypter le langage des yeux, du corps. La PNL, c'est aussi le développement personnel. Donc c'est pour cette raison qu'on va avoir la thérapie brève. Donc ce sont des séances qui vont accompagner les personnes sur la thérapie. Thérapie brève, ça veut dire la motivation, ça pourrait être la dépression, ça pourrait être la phobie, ça pourrait être aussi un deuil, un état d'anxiété très profond. Donc ça pourrait être sous 5 séances. On va avoir aussi du coaching. Du coaching pourrait passer la préparation mentale. Ça pourrait être motivé pour passer un examen, préparation à l'oral, être démotivé par rapport à un projet, comment présenter un projet. En tout cas, avoir une position leadership pour un chef d'entreprise. Aujourd'hui, tout passe par le coaching, visiblement. Oui, parce que le coaching, c'est aussi un élément une technique qui permet effectivement de permettre à l'autre d'atteindre ses objectifs. Parce que souvent, on a des choses en tête, on va verbaliser des choses, mais bien souvent, on se pose la question, on va même dans des croyances en disant qu'on nous a fait quelque chose pour ne pas pouvoir le faire. Effectivement, avec le coach, on va pouvoir comprendre ce qui se passe et voir les schémas limitants, ce qui fait que c'est nous-mêmes qui créons ces schémas limitants. Et ça nous permet de prendre conscience de nos valeurs. Et bien entendu, le coach va vous aider justement à comprendre ce qui se passe. Alors, le troisième volet de la PNL, c'est l'apprentissage. Apprendre à apprendre. Nous avons un cerveau qui est là et des fois, on ne sait pas comment ça fonctionne. Par la PNL, justement, je vous apprends à comprendre les schémas et justement optimiser cet apprentissage de manière à atteindre plus facilement ses objectifs. Jessie ? À qui s'adresse la PNL ? À tout public, déjà les professionnels, on va le voir, dans le milieu de la formation, donc dans l'animation, donc on va avoir des outils puissants pour pouvoir permettre d'animer. On va le voir aussi dans les maîtres conférences, aussi des techniques justement pour de la conviction, on va les voir dans la politique aussi, pour les hommes de conviction en politique, on le reçoit parfaitement. On va le voir aussi en cabinet, les thérapeutes, les coachs qui apprennent des outils, ce qu'on appelle les protocoles thérapeutiques pour aider la personne à sortir dans l'état très rapidement. On va la voir dans la négociation, des avocats, c'est pour ça qu'il y a autant d'avocats qui se forment à PNL. On a des psychologues qui viennent apprendre ces outils. Pas encore de journalistes, non ? Des journalistes, on en a beaucoup quand même, pour ne pas citer beaucoup de journalistes, oui. Alors pourquoi ? Parce que les journalistes, c'est très intéressant, parce qu'en pleine interview, si tu apprends à lire le langage, tu peux savoir exactement à quel moment il faudra modifier ton discours, parce que tu as un objectif justement dans l'audition. Donc il est important de comprendre le langage du corps, parce que celui que tu interroges, tu vas le voir. Il se ferme, etc. Dans les yeux seulement, déjà, tu as beaucoup d'informations, parce que tu peux savoir qu'est-ce qu'il a dérangé dans la question et est-ce qu'il est dans le construit, ce qu'on appelle, il peut être aussi dans l'enfumage, vous savez, l'interview, on peut être dans l'enfumage, et bien c'est le rôle justement aussi de, voilà. Donc ces outils sont très puissants parce qu'en fait, ils sont très simples à utiliser, mais c'est surtout, ils apprennent vraiment à comprendre vraiment toute la programmation de cette personne. Donc c'est pour cette raison que ces formations sont orientées sur la base PNL déjà. Premier niveau, quand tu veux découvrir tout simplement premier niveau, base PNL c'est 3 jours, d'ailleurs j'en viens de terminer un sur la Martinique, c'est terminé hier soir. On a juste après le technicien c'est 9 jours, parce qu'il y a plusieurs niveaux, c'est la base PNL, le technicien, le praticien, jusqu'au maître praticien. Maître, oui. Maître praticien. Vous êtes maître, vous ? Je suis enseignant. Alors justement, je précisais, l'enseignant, c'est celui qui va former les thérapeutes, donc former les bases techniciens et qui va certifier. Parce qu'on ne peut pas, vous allez entendre des gens qui font de la PNL, effectivement, mais pour pouvoir certifier quelqu'un, parce qu'en plus, nous sommes certifiés une norme internationale, c'est pas seulement une norme francophone, c'est une norme internationale. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes technicien ici, en Guadeloupe, par exemple, vous voulez passer votre praticien en France ou en Océanie, en Chine ou alors au Brésil, vous avez la possibilité de le faire parce que nous sommes affiliés à une norme internationale. Donc c'est important de comprendre qu'un enseignant, son rôle c'est de pouvoir, il est en cabinet, forcément par son expérience, il est en cabinet, mais aussi son rôle c'est de pouvoir former les coachs thérapeutes à pouvoir devenir des thérapeutes à partir du niveau praticien. Parce que visiblement, c'est un métier qui est en croissance en ce moment. Fortement, parce qu'on peut le voir. Alors, je ne sais pas s'il y a des coachs marrons ou des coachs, comme vous le dites, formés et qui sont capables de former. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà coachs, qui sont formés par d'autres instituts, le coaching simplement, mais ils viennent apprendre ces outils de la PNL. Donc, en fait, c'est encore des outils supplémentaires. C'est un peu comme ceux qui vont apprendre la PNL et l'hypnose, l'hypnose thérapeutique. Donc, c'est aussi remplir sa valise d'outils. Un coach qui a des outils de la PNL, vous allez le voir, rien que la préparation mentale seulement, il passe à une vitesse supérieure parce qu'il prépare la personne justement à vérifier les schémas limitants et à comprendre comment il réussit et comment il réussit à échouer. C'est un peu ça, parce que c'est avec ça qu'on va créer des nouvelles stratégies.
Alors quand on devient un professionnel de la PNL, comment on exerce? Est-ce qu'on peut ouvrir tout de suite son cabinet ou... Alors, le premier niveau, c'est la base. La base, c'est tout prérequis. Il n'y a pas de prérequis. N'importe qui peut venir découvrir justement la base PNL. Ça, c'est plus pour nous. Tout le monde. Ça veut dire que c'est un travail que j'ai effectué plus pour moi. Je ne pourrais pas enseigner ou coacher quelqu'un. Voilà. Même au technicien, tu ne peux pas être enseigné. D'accord. C'est à partir du praticien, tu as un examen, justement, qui est encadré par un comité d'éthique hautement qualifié, et un enseignant, moi-même, l'enseignant, qui va valider si cette personne, effectivement, peut être thérapeute. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement la formation, c'est l'expérience aussi, et aussi la pratique de l'outil, parce que ce sont des outils très puissants, et il faut vérifier aussi si la personne elle est formée à pouvoir utiliser, parce qu'en cabinet, cette personne sera seule, et forcément, elle va retrouver sur des problématiques. On ne choisit pas ses patients. On ne choisit pas ses patients, et on peut avoir des pathologies qui sont aussi très lourdes. Donc c'est pour cette raison que la certification va commencer à partir du praticien. Et une fois que l'expérience sera très forte, cette personne, si elle veut continuer, elle pourra passer au niveau maître praticien. Alors, dernièrement, il y a eu, et ici on est témoin, des coachs qui proposaient on va dire comme ça, des dynamiques pour résoudre des problèmes du couple. Alors, est-ce que le coaching entre dans ce domaine intime? Parfaitement, je ne dis pas parler parce qu'il y a tellement de choses à dire de la PNL, il faudrait une journée. La médiation de couple, parfaitement. Déjà, on va avoir un outil puissant dans la PNL qui est à côté aussi, l'énéagramme. Je ne sais pas, je vais en parler. L'énéagramme qui est un outil puissant qui permet de connaître les différents types de personnes. Parce qu'il y a 9 types de personnes qui existent, qui sont déjà répartis sous 3 centres. Des gens qui sont instinctifs, des gens qui sont émotionnels et des gens qui sont dans le mental. Mais la réaction n'est pas la même. On va prendre un accident concret, un accident qui se produit là, l'instinctif va réagir tout de suite. Il va même avoir des gestes qui sont trop précipités. Mais l'émotionnel restera là, il ne bougera pas, il pleurera. Il va rester à pleurer sans arrêt et se dire... et le mental, il va agir comment? Le mental, lui, va essayer de comprendre comment l'accident s'est produit. Lui, il est dans le comment, il a besoin de comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant. Un chef de service, par exemple, qui a un mental, il lui dit, vas-y, il faut faire. Si celui-là n'a pas compris, il n'exécutera pas. En tout cas, il ne pourra pas donner le maximum de ce potentiel. C'est pour cette raison que c'est important de comprendre ce qu'on appelle l'énéagramme, les énéatypes. Et justement, à travers ces formations, il y a des formations complémentaires qui permettent effectivement de comprendre ce que c'est l'énéagramme, qui est un outil aussi puissant aussi du développement personnel. Avant dernière question, Jessie, peut-être. Alors, je vais savoir, finalement, en 2 mois, on peut suivre l'ensemble des formations? Alors, pas du tout. Très bonne question, pas du tout. La base PNL, passer au niveau technicien, oui, ça peut se faire. S'il y a une prochaine formation dans 1 mois ou 2 mois, ça peut se faire. Le technicien doit pouvoir expérimenter déjà. Je vais le voir. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a une fédération des PNListes qui permet effectivement de voir si la personne pratique, parce que c'est important, parce que vous allez rencontrer des patients. Donc, il est important de comprendre si vous l'utilisez déjà à bon escient, et surtout parce qu'il est très puissant l'outil, et savoir d'autre part aussi si la personne est motivée vraiment à intégrer ce processus PNL. Et c'est à partir du praticien seulement que je vais donner un délai, parce que le praticien, même s'il y a une prochaine formation, tu n'as pas d'expérience, tu ne pourras pas faire le maître praticien. Donc c'est un processus d'expérimentation quand même, parce que l'outil il est puissant. Maintenant, quand tu es certifié, si tu veux devenir maître praticien, il faut quand même que tu aies un certain nombre d'expériences pour passer à l'autre niveau. Parce que ce n'est pas, comme on dit, un revêtement de diplôme, de certification, c'est de l'expérience qui fait la qualité du futur enseignant ou du futur maître praticien. Et l'expérience, on peut l'avoir dans votre centre? Ah ben oui, forcément. Je suis encadré une quarantaine de praticiens qui ont été formés déjà en Guadeloupe et en Martinique. Il y en a quelques-uns déjà, tout récemment. Donc en Guadeloupe, déjà 40 praticiens et qui vont devenir bientôt des maîtres praticiens. Qui sont issus de votre... Tout à fait. Je suis le seul centre qui est certifié au niveau... Juste une question subsidiaire. Est-ce qu'au niveau de la PNL, il y a des spécificités liées à, je n'ose pas dire à la géographie, mais au moins à l'espace caribéen, européen, asiatique, etc. L'être humain est universel. C'est-à-dire l'être humain est universel, ça c'est clair, mais c'est vrai qu'on va s'adapter beaucoup aux croyances. Moi je prends le cas par exemple entre Guadeloupe et Martinique, on voit la différence en cabinet. Parfaitement. On va avoir des croyances qui sont souvent répétées. Et ça, c'est important de comprendre qu'en fait, l'outil est puissant, mais on va aussi tenir compte des valeurs de cette personne et des croyances qui l'animent. Parce que chaque être humain est unique, mais il est animé aussi d'un environnement qui est ses croyances et ses valeurs.
son système. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la PNL, c'est ça. Comment le système fonctionne. On est beaucoup orienté comment le système fonctionne. Voilà, merci en tout cas Eric Mathiasien d'être venu. Je rappelle, vous êtes patron du CERF. Est-ce que ces gens sont intéressés? Bien, écoutez, je crois qu'il y a un numéro de téléphone, le 090 200 818. C'est fait. Et tout de suite, la suite du journal, peut-être la fin, Jessie. Oui, Danick, on va terminer donc ce journal. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des donneurs de sang, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, vous voyez. Voilà, c'est un très bon geste. Elle a pour objectif de remercier les donneurs qui sont malheureusement pas assez nombreux. Tout de suite, le reportage Nicolas. Célébrons la vie de notre sang. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Donc tout un chacun est concerné, donc autant les donneurs que les receveurs. Donc c'est pour ça que cette journée existe, donc pour appeler un maximum de personnes à venir sur le site et donner leur sang. En 2015, nous avons prélevé en Guadeloupe à peu près 8000 poches de sang. Mais nous en avons transfusé en Guadeloupe à peu près 11 000. Ben, on est toujours en déficit, hein. On est toujours dépendant des autres régions, des régions de l'Hexagone qui heureusement pallient à notre déficit de prélèvement. Et bon, on est approvisionné correctement, on a des stocks qui sont toujours corrects et on n'a pas de soucis majeurs pour transfuser nos malades. N'empêche qu'on aimerait beaucoup arriver à être autosuffisant et à ne plus dépendre de l'Hexagone. C'est la journée sur l'année où on attend vraiment le maximum de personnes. Donc on espère recevoir entre 150 et 200 donneurs et prélever au moins 150 poches. Donc ce sera de 8h à 16h. Donc on aura plusieurs animations durant la matinée. On a aussi une dictée créole à 14h avec correction sur place. Et pour clôturer la journée, donc les parrains Mado et Ladrezo nous font un petit concert de 1h30, 2h, donc de 14h à 18h. C'est vrai que de plus en plus, surtout suite à la conférence où j'ai entendu, c'est vrai qu'il y a une importance réelle pour le don du sang pour nous insulaires en Guadeloupe, nous pas à l'abri des ponts catastrophes ou même, comme j'ai appris, pour les drépano ou autres. Donc c'est vrai que c'est assez important, ça a un caractère assez important et primordial d'avoir un stock de sang pour nous payer des pays en nous. Bon, c'est des normes qui ont engagé nous et musique en nous à l'appui, mais c'est vrai qu'il y a des pignons qui caillent en sens à la Guadeloupe, mais en sens à petit Guadeloupéen, et on a fait le devoir des bails sans paix. J'ai entendu dernièrement aux informations qu'il y aurait eu je crois une semaine ou une journée mondiale de donneurs de sang, et j'ai entendu dire qu'il manque du sang, que les gens ne donnent plus leur sang. Et moi je trouve que c'est une bonne chose de donner de son sang si on sait qu'on est bien. On se porte bien physiquement. Bon, de toutes les manières, il y a un examen qui est fait avant. S'il y a un problème, on vous le dit. Surtout à ceux qui se sentent bien, qui sont en bonne santé, qui peuvent venir donner du sang, qu'ils le fassent. Et puis voilà, c'est déjà peut-être demain matin une famille proche ou loin a un problème, a besoin de sang. Le sang, ça sert toujours. Peut-être pas forcément le sang de la famille, mais le sang de quelqu'un d'autre peut sauver une vie. Et la 3e édition de la journée en famille, c'était dimanche dernier à Bémao. Cette manifestation organisée par le Centre d'activité d'animation et de loisirs Bistouri Style privilégie un moment de partage entre parents et enfants. L'événement était parrainé par Jean-Marc Ferdinand, reportage Ludwig Benito. C'est notre 3e édition. Chaque année, à la même période, on organise cette manifestation afin de réunir les familles et de partager un moment convivial avec eux autour de jeux traditionnels, de repas du pays et l'animation danse-chant pour que chacun d'entre nous puissions oublier les stress de la vie quotidienne ainsi que la violence qui règne en ce moment. C'est ouvert à tout public de 0 à 100 ans, on va dire. Grâce à notre édition, on retrouve la coutume d'avant. Les parents se réunissaient en famille chaque dimanche pour manger sur une table avec les petits, les aînés. Tout s'était mélangé, donc on essaie de renouer ce lien. À travers cette journée, il y a des jeux traditionnels, il y a du quad, il y a les jeux gonflables, il y a de la piscine. Il y a cet après-midi du karaoké, des tournois de loto, de domino. Il y a aussi des battles enfants et parents. Et il y a de nombreux lots à gagner aussi. Et il y aura aussi un show final avec Monsieur Ferdinand plus tard. On devrait justement avoir plus de moments comme ça. Voilà, c'est une très bonne chose que les familles se retrouvent. C'est un moment pour pouvoir passer de bons moments, de partager des choses. Et en ce moment, on en a besoin. C'est de
se retrouver, parce qu'une famille, c'est quelque chose de très très important. Passer un bon moment en famille, de manière conviviale, et de partager ce super moment avec les amis aussi. De venir l'année prochaine et de profiter tout comme nous de super moments de la sorte. Elle adore, surtout la balançoire, reste à Maïva. Il est pratiquement 13h56, le journal va se terminer. Alors j'en renvoie le bonjour donc à Madame Despois, cette agricultrice qui nous a félicité comme beaucoup de Guadeloupéens, Martiniquais et de Guadeloupéens qui vivent dans la diaspora, puisque nous sommes de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver tous les midis enfin pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, mais et Saint-Martin, mais au-delà en France, il est en ce moment 19h56, et juste avant le journal télévisé, vous êtes avec nous. Merci d'être aussi nombreux en tout cas et de bonne force là. Nous on essaie de faire au mieux, n'est-ce pas Jessie? Ah oui. On fait le mieux et on continuera et on pense déjà justement au cadeau que Yann veut gagner, la croisière, le billet d'avion pour Miami ou les portables. Écoutez, participez le smartphone, participez donc à ce jeu concours. Les questions sont d'une facilité déconcertante. Vous allez sur le wzcl.tv ou sur la Facebook et à ce moment-là, vous cliquez et vous gagnez. Pas ni pour difficulté. Bon, voilà. Merci en tout cas à ceux qui nous regardent et ceux qui sont avec nous. Merci à Cédric et à Yann et à la réalisation. Et puis, Jessie, bon appétit. Merci Danick. On peut manger. Ah ben moi non plus. Ah bon, d'accord. Allez, c'est parti. À demain.